Moi, quand je suis né en 70, Toulon, il suffisait de très peu pour voir des champs partout. Il n'y avait pas autant de lotissements. C'était très boisé, hein, jusqu'à Château-Vallon. À l'époque, il n'y avait pas grand monde. Et c'était vraiment la campagne. La rue n'était pas goudronnée, n'était pas faite où elle était mal. Et il y avait des trous, il y avait des bosses, il y avait, bon voilà. Ma mère me disait, oui, quand ils ont fait bâtir, c'était des champs. C'est tout. Je veux dire, il y avait rien, quoi, je veux dire, voilà. Il y avait des troupeaux de moutons qui venaient paître jusqu'au rond-point d'Azeille. C'est une ville étroite, coincée entre la montagne et la mer. D'ailleurs, elle s'est appelée Port-la-Montagne pendant la Révolution, c'est pas pour rien. Géographiquement, la ville elle est coincée entre la montagne et la mer, donc du coup c'est étroit. Comme toutes les villes méditerranéennes, il y a la gare en haut et il y a les rues qui descendent vers le port. C'est toutes les villes méditerranéennes, c'est comme ça. Il y avait la colline qui séparait le petit village. Et puis après, on allait à Toulon. Et à l'époque, il y avait 6 kilomètres. Je me rappelle quand même, on allait à pied, en ville, on allait à pied, quoi. Toulon est un assemblage de villages, moi je dis. Chaque quartier a son âme, a sa manière de vivre, etc. Il y avait donc Besagne, le Mourillon, le Pont du Las et Saint-Jean. Et on ne fréquentait pas les gens d'autres quartiers. Tel quartier a été fait par les Corses, tel quartier a été fait par les Italiens avec l'immigration. Il y avait une identité, je dirais, très patrimoniale, quoi. Ça, c'est quelle époque? 70. Oui, Quand il y avait des embranchements, en fait, elle est parce qu'en plus, c'est plus vite. Toulon d'hier et d'aujourd'hui, monsieur m'a dit premier. Est-ce que je pourrais savoir, monsieur Daniel m'a dit, ce que c'est un trolley? Alors, les trolleys, en fait, c'est comme des autobus, donc c'est des transports en commun. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque. Et les trolleys, donc, fonctionnaient avec des fils électriques qui passaient au-dessus des rues. C'est-à-dire que de Saint-Jean-du-Var jusqu'à Pont-du-Las, au-dessus des rues, il y avait 2 fils qui étaient reliés donc aux autobus avec 2 grandes barres, qu'on appelle des caténaires. Et c'est ça qui donnait l'électricité aux bus qui avançaient. Toute la ville était sinuée de ces fils, hein. Enfin, c'était aérien et c'est vrai qu'on n'y faisait pas tellement attention. On montait pas en marche, mais presque. Et à midi, c'était bondé. Sur les marchepieds, surtout, c'était rempli, quoi. Il y avait 200 personnes sur les wagons, quoi. On montait par l'arrière et il y avait ce qu'on appelait le Wattman. Alors, je ne sais pas pourquoi on lui avait donné un nom anglais. Et alors, il avait une machine qui faisait un bruit, il avait pendu devant, il tournait la manivelle et vous mettiez le ticket et ça oblitérait, si l'on peut dire, le ticket. Vous voyez? Je me rappelle, à l'époque, c'était des petits billets. Il fallait clac, clac, clac. Quand on appelle l'épée sonneuse. On montait dans le tram et puis il tirait tête, allez, en route, il disait. Quand on était dans le trolley, tout le temps que ça roulait, ding ding, ding ding, ding ding. Ça, je me souviens que de ça. Ça allait pas vite, mais on s'en foutait, nous, on avait pas besoin d'aller vite. Hein. Les trolleys en bois, les trucs qui faisaient tout, tout. Ah, ça c'était beau, ça me plaisait. Ça arrivait souvent, par exemple, quand il tournait de la place de Liberté pour descendre, pour aller vers le port, là, ça arrivait souvent que pour tourner la perche le sautait, là.
Alors le bus s'arrêtait, il descendait, il raccrochait sa perche, et ainsi de suite. Hein. Ouais. C'était très folklore à l'époque. Hein. C'était folklore. Le cours Lafayette, c'était une institution, quoi. Ça faisait partie de Toulon comme on parlait du port de Toulon, quoi. Tout le cours Lafayette qui va du port jusqu'au boulevard de Strasbourg, il y avait des marchands. Et c'était que des petits propriétaires. Alors, vous savez, les tomates, le gars, il portait 5 kilos de courgettes, 5 kilos de tomates, 3 kilos de pommes de terre nouvelles. On achetait pour la journée ou pour 2 jours, donc on y allait souvent. Voilà, tous les matins, c'était marché. Dans la nuit, il y a les camions qui arrivaient pour décharger. Et moi, j'allais décharger les camions, faire 4 sous, et rapporter un peu de légumes et des fruits à la maison. Hein. Et il valait mieux ne pas habiter sur le cours Lafayette, hein, parce qu'à 4 heures du matin, ils commençaient à dresser leur centre. Et puis ils chantaient, ils sifflaient, ils s'interpellaient les uns avec les autres. C'était gai. On entendait le matin, bon, c'était ils lançaient leurs étals, mais on avait l'habitude. Puis vers 6h, 7h, arrivait la marine. C'était les gradés qui venaient acheter à tous ces revendeurs de quoi nourrir les officiers dans les différents bateaux et sous-marins. Quand j'avais mon restaurant de plage, le matin, je partais avec mon panier et je faisais le plat du jour sur le marché. Suivant les légumes que je voyais, je dis, tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Le marché il était beaucoup plus vivant aujourd'hui, c'est vrai. À l'après-midi, il y avait beaucoup de marchands de parfums, de tout. De tout. Il y avait le marchand de la Cade. Ça, je me souviens, c'était un bloc, un triporteur comme un triporteur, et ils vendaient la Cade en morceaux. Il y avait les cassaisons, avec les chariots. Ça, c'est assez typique dans le midi, ça. Ils avaient des chariots, des charretons, ça s'appelle. À l'époque, il y avait le petit marché. Ils vendaient des poulets vivants, des lapins vivants. Les odeurs étaient absolument extraordinaires. On trouvait tout. Et en plus, c'était des fruits qui étaient produits dans la région. Je me souviens aussi alors du marchand de brousse qui passait aux alentours de midi avec une petite caisse en zin, avec sa corne de cuivre qu'il a sonnée pour rappeler. La trompette qui passait 11h30, 11h15, 11h30. Tout le monde sortait et mettait les quilles dans les brousses. C'était excellent. C'était vraiment le marché provençal. Vraiment, vraiment, avec la gouaille des gens. Ça parlait comme ça, et il y avait les petits termes du midi, les gens, les commerçants ailaient les gens. C'était formidable. La mère Huguette, la mère Yvette. Du moins, on les appelait les mères parce que très respectées ces dames-là. Et c'était des figures emblématiques de Toulon. Quand elles envoyaient la voix, on savait qu'elles étaient là. Mais c'était chantant. Ça crée une ambiance très chaleureuse, provençale. Ça criait, ça appelait pour qu'on achète les légumes, Oui. Oh, ma belle petite, viens voir les belles salades que j'ai, toutes fraîches, ramassées ce matin. Viens-moi, va pas chez les voisins, viens chez moi. Je me souviens surtout de ça, des revendeurs. C'est celui qui criait le plus fort, quoi, donc qui mettait en avant son étal. Tu n'avais pas intérêt à te servir toi-même, mais autrement tu te faisais jeter carrément par les revendeurs.
Qu'est-ce que tu touches, toi? Il faut pas toucher les tomates, tu vois pas que tu me les écrases, hein? Non, c'était le folklore du marché. Il y a une halle très très célèbre qui a été construite notamment sur les plans du célèbre architecte Pierre Puget, qui était la halle du XVIIe siècle, qui s'est installée, une halle énorme avec des piliers de pierre énormes. Et ça s'appelait la poissonnerie. Elle a été démolie dans les années 70. Et la poissonnerie était connue et reconnue, ouais, pour sa qualité, ses poissons, et il y avait beaucoup de choix. D'ailleurs, beaucoup de restaurants du port, qui existent toujours d'ailleurs, beaucoup de restaurants du port, ils venaient d'ailleurs se servir à la poissonnerie. C'était très important. Il y avait toutes les femmes de pêcheurs et revendaient le poisson pêché sur place là. Le poisson était toujours bien fait puisqu'il arrivait de pêcher du large là par les pêcheurs. Il y avait beaucoup de pêcheurs avant, hein. Là, les pêcheurs vendaient leurs poissons directement sur le... Ils avaient leur étal directement sur le quai. Ils étaient partis à la pêche la nuit, quoi, qui ramenaient le matin de bonne heure. Le mari arrivait avec le poisson et après, les femmes, elles remontaient avec le charton, justement, le poisson pour les vendre là. Ma grand-mère avait une pierre à la poissonnerie. Une pierre, c'est là où on dépose le poisson pour le vendre. Ça s'appelait une pierre. Les marchandes de poissons, elles étaient connues à Toulon, comme les revendeuses du cours Lafayette, pour leur langage choisi, hein, et leur réparti. Il y en avait qui vous disaient comme ça tout fort, venez, viens voir que je suis belle. Voilà, comme ça, c'était des cris qu'on entendait tout le temps. Ça, c'était extraordinaire. Viens voir ma belle dorade, viens voir mon poisson. C'était tout un spectacle, quoi, puisqu'elle s'interpellait, on aurait cru des disputes, mais tout ça, c'était agencé. Est-ce qu'il n'est pas frais, mon poisson? Si quelqu'un passait et qui avait le malheur de dire « Oh là là, il est pas trop frais, ce poisson. » Oh, elle avait déclenché un tsunami, hein. C'est vrai que des fois, elle se faisait insulter. Mais ma dorade, elle est pas belle, ma dorade? Oh, regarde, elle est plus belle que toi, ma dorade. Fais des gars comme ça. On dit un langage de poissonnière, hein? C'est ça. C'est une ambiance, j'entends les cris, les marchands de poissons, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Le côté pêcheur, c'est ce qui a toujours alimenté Toulon, et c'est même l'une des bases qui a permis son expansion. Tout le monde travaillait à l'arsenal. C'était très important, l'arsenal. Ou tu travaillais dans la marine, ou tu travaillais comme nous dans le commerce, ou alors tu travaillais à l'arsenal. La marine, oui, ça a une grande importance, oui. D'abord parce que c'est un grand port de guerre. Toulon est le premier port militaire de France, peut-être même d'Europe. C'est quand même une base stratégique primordiale pour la France. À l'Arsenal, on comptait 12 000 personnes. Bon, maintenant, le chiffre va être de 1500. C'était énorme, oui. Il y avait un grand bâtiment, un grand portail qui faisait 3 mètres de long. Toute la grille devait faire 40 mètres de long. Et le portail devait faire 3 mètres 50 de long sur 2 ou 3 montants, et ainsi de suite. C'était grand, quoi. La cantine, on l'appelait la ruche. En effet, ça portait bien son nom, hein. Quand vous rentrez là-dedans, ce brouhaha qu'il y avait, c'était vraiment une ruche. Toute chose de la famille de travailler à l'arsenal, hein. La femme, elle travaillait ailleurs, et le mari, il était à l'arsenal. Il y avait la sirène, on attendait les femmes, elles attendaient leur mari devant. Ils sortaient de l'arsenal, ils étaient marins, ils allaient dans la rue du Canon, Chicago. C'était une foule de marins qui débarquaient, et après qui allaient dans la ville. Les matelots avaient le droit de circuler en tenue, ce qui n'est plus possible. Et les dames donc s'arrêtaient tout le temps pour toucher le pompon des matelots. Ils avaient un béret avec un pompon rouge.
Et soi-disant, ça portait bonheur de leur toucher le pompon. Ah, j'ai jamais touché un pompon, hein. Parce qu'après, je sais pas ce qu'on allait me demander. Un bisou ou je sais pas quoi. C'est une ville portuaire, donc il y avait beaucoup de marins qui venaient, qui avaient ils avaient leur vie ici, voilà, leurs habitudes, disons. Toute la ville, c'était animé. Rue Persémat, rue Cheval-les-Ports, rue Victor-du-Cholet. Et à partir de 17-18 heures, il y a 2 rues à Toulon très très connues. Et ces 2 rues, il y a des dizaines et des dizaines de bars, de restaurants, de dancing. Et dans les 50, 60, 70, le soir, ça s'anime, il y a des néons, il y a les noms des restaurants, il y a les gens qui viennent, des civils, des Toulonnais qui viennent manger. C'était à l'époque ce qu'on appelait le Petit Chicago. Alors, si vous connaissez l'époque de Chicago avant, avec Al Capone. Là, ici, c'était le Petit Chicago, donc avec beaucoup de marins, des prostituées, des gens pas toujours très fréquentables. Et ce fameux quartier, donc qui était bien animé, surtout le soir. C'est vrai qu'on voyait ces matelots, on les voyait régulièrement, quoi. On pense, même si on n'a pas trouvé vraiment la source, que le surnom de Petit Chicago vient de la présence assez importante dans les années 50 et 60 et 70 de la marine américaine à Toulon, un commandement de la flotte de Méditerranée basé à Naples. Et tous les mois, il y a des bâtiments de la marine américaine qui viennent, avec régulièrement des porte-avions. Les porte-avions ne pouvaient pas rentrer dans la rade, donc ils étaient au large du Morillon. Et il y avait des navettes qui amenaient les marins, et tout ça se retrouvait le soir dans les rues et surtout dans les bars. Ouais. Jusqu'en 1947, le quartier chaud, le quartier d'amusement à Toulon, il n'est pas situé dans le Petit Chicago, il est situé dans un autre quartier qui est à l'est du cours Lafayette. Et c'est là qu'il y avait les fumeries d'opium, les maisons closes. Toutes ces maisons closes ferment et se rapatrient vers le vieux Toulon. Le vieux Toulon qui donc ouvre des bars. Il y a beaucoup d'hôtels, dont un hôtel qu'ont mes grands-parents, où il y a des prostituées qui habitent, mais aussi qui viennent faire leur passe. Pas loin de la place d'Italie, là-bas, il y avait le quartier des Chapeaux Rouges, ça s'appelait. Il y avait les bordels. Il y avait le bordel. Et ils ont mis une école là-dedans. On n'a pas le droit de construire une école, un bar à moins de 200 mètres d'une école, mais on a le droit de mettre une école à moins de 200 mètres d'un bar. C'est ce qui s'est passé. Il y avait un grillage qui donnait directement sur la rue, donc la rue qu'on appelait à l'époque la rue du Canon, qui s'appelle maintenant la rue des Arts. Avec tous les bars et les prostituées autour, les enfants, ils avaient accès direct, puis il y avait juste un grillage, en fait. C'était des femmes de marins, mais c'était des femmes très gentilles, très adorables, qui n'avaient pas sorti de guerre, il n'y avait pas beaucoup de travail pour ces femmes-là. Donc, c'était très, très actif, quoi, voilà. La plupart, je me souviens, elles discutaient, elles prenaient le café dans le petit appartement que nous avions dans l'hôtel. Elles parlaient justement, parfois elles pleuraient, de leur enfant qui était loin. Et une grande partie de leur argent, si le souteneur, quand il y en avait, en laissait, partait à payer la nourrice qui était en Bretagne, qui était en région parisienne. Voilà. Il y avait vraiment, grâce à ces filles, toute une vie sociale. Et ça servait un peu de soupape de sécurité aussi, faut le dire. À l'époque, il y avait beaucoup de drogue qui circulaient, des gens qui traînaient dans les rues, des règlements de compte dans la basse ville avec les militaires. C'était chaud, quoi. Il y avait la bagarre entre les marins et les marsouins, c'était la rivalité des armées dans les rues de Toulon, des bagarres entre les armées. Et il y avait des bagarres terribles avec les bandes de quartier qui, dès qu'ils voyaient un marin un pompon, ils essayaient d'arracher le pompon. Donc il y a eu des bagarres, il y a même des morts dans les années 64-65, où des militaires, où l'on se vengeait, ont coursé des jeunes gens toulonnais, puis les bandes de Toulon ont fait la chasse aux militaires et vice-versa. Ça a duré 2 ou 3 jours de bagarres assez monstrueuses à Toulon. Bonjour.
mémorial du débarquement de Provence. Commencez en montant sur la terrasse. Donc faites attention, les marches sont un peu hautes. Est-ce que vous avez tous entendu parler de la Seconde Guerre mondiale? Oui. Non. Qui est contre qui? Les Allemands et les Français? Exactement. Ça va être les Allemands contre les Français. Vous avez les Anglais et les Américains qui vont être avec nous et les Russes, qu'on appelle soviétiques à ce moment-là. Et est-ce que vous avez une idée des deux pays qui sont amis avec les Allemands pendant la guerre? L'Italie, exactement. Et une autre idée d'un deuxième pays. Un pays qui est très très loin du nôtre. Le Japon. Non. Ah, bien. Le Japon. Le Japon, exactement. La grande partie de la marine française était ici, établie à Toulon, qui était le grand port de guerre de la Méditerranée. Quand il y a eu le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, les Allemands ont décidé d'envahir la partie sud de la France. Ils sont arrivés sur Toulon pour s'emparer des navires de guerre français. Et alors, à ce moment-là, les navires de guerre français se sont sabordés. C'est-à-dire qu'ils ont reçu l'ordre de se détruire pour ne pas qu'ils tombent aux mains des Allemands. Il n'y a que quelques navires, dont le célèbre sous-marin Casabianca, qui ont réussi à échapper à ça, mais la plupart se sont sabordés. La maman se souvient malheureusement de ce triste spectacle. Elle dit donc ce matin-là, nous l'avons vu revenir, on parle de mon grand-père bien évidemment, très vite. Il nous a dirigés vers la fenêtre de sa chambre et là, avec une vue à 180 degrés, nous avons assisté à un feu d'artifice épouvantable. Les uns après les autres, nous assistons à un spectacle démoniaque, les bateaux en rade gîtaient dans un premier temps, puis sombraient, la ville entière était illuminée. Tout petit que j'étais, je regardais sur Toulon, le ciel était tout rouge. Et poum, poum, les bateaux ils se faisaient sauter. Attention, pour ne pas passer aux mains des Allemands, la marine faisait sauter les bateaux. J'avais 4 ans et j'étais à l'hôpital, je vous dis, je les entends encore. On a entendu les bruits. Et les troupes qui étaient sur ces bateaux-là, tout ça qui avait fait sauter, ils partaient au fur et à mesure et ils venaient vers nous. Parce que comme les Allemands arrivaient, ils ne voulaient pas se laisser faire prisonnier. Je revois Toulon avec des bruits énormes de tout ce qu'il y avait dans le port, et les marins qui se sauvaient tant qu'ils pouvaient au milieu de Toulon, qui cherchaient à se séparer des signes distinctifs d'un marin et qui nous demandaient des vêtements civils pour pouvoir se sauver. Franchement, je me rappelle, ma mère lui avait donné un costume à un marin, il fallait qu'il se mette en civil. Après, on les mettait en relation avec les gens compétents pour qu'ils les fassent partir, qu'ils les planquent. Tous, ils ont vu arriver les Allemands, tous ceux qui étaient sur Toulon, et coupant les fils électriques, coupant les fils de téléphone d'origine, et puis mettant les leurs, etc., etc. Il a fait le gendarmerie qui est rentré en premier, avec les motocycles, en grande plaque, hein, voilà. Les chars Panzer, il y en avait 2 devant la porte de l'arsenal, avec les sentinelles à côté et les grenades dans les boîtes. J'ai vu arriver des gros robots, hein, parce que c'était drôlement équipé, hein, pour pas dire sur les motos, sur les chars, croix gammée, tête de mort. J'étais impressionné, ouais. Ouais, on était impressionné. C'était les SS, ça. Hein. Et après, dans l'avenue de la République, les marins étaient soit torse nu, en plein mois de novembre, hein, soit en caleçon long. À l'époque, ils avaient les caleçons longs sous les hautes mers. Et les Allemands les entouraient, bien sûr, et les emmenaient au fort Fort Bazeille et à la Tour Royale pour les garder emprisonnés, si on peut dire. Là où j'habitais, je les voyais passer, là, encadrés par les Allemands, attention, hein. Et ils faisaient triste mine, les pauvres. Hein. Quand vous avez vu tout ça se passer genre, devant vos yeux, oui. Ben, il s'est passé quoi dans votre tête? Nous, on était sous le vent avec ma sœur,
parce que mes parents ne voulaient pas qu'on aille, hein. Mais dès que mes parents partaient, vite, nous on descendait et on allait voir, on se mettait là et ça fait que j'ai vu tous les bateaux couler, tous. C'est le plus beau feu d'artifice que j'ai pu voir de ma vie. Tous les bateaux explosaient, étaient minés et explosaient, on voyait partir, tu vois, petit à petit. Et les marins, vite, enlevaient leurs affaires, leur ravitaillement, et on voit arriver les Allemands par l'arsenal du Mourillon, hein, donc ils avaient pris, place de la Liberté, tout ça. Ils traversent le cours Lafayette, en bas du cours Lafayette où il y a la place. Toutes les revendeuses s'étaient regroupées, tout le long s'étaient regroupées sur cette place, et on leur criait « salauds » aux Allemands. Heureusement qu'ils devaient avoir l'ordre de ne pas tirer. Parce que tout le monde dit salaud. Et ils ont mis le commandant droit sur une jeep et tout dégradé, debout, les mains attachées au dos, prisonnier. Et derrière, tous les petits marins de phrases là qui couraient. Et alors, les revendeuses disaient « Ne les suis pas, tu vas être prisonnier, va voir De Gaulle ». Et alors, au fur et à mesure qu'ils passaient derrière, on faisait rentrer les marins dans des couloirs, dans des cages d'escalier. C'était pas encore bombardé, là. On n'avait pas encore été bombardé. « 24 novembre 1943. Premier bombardement sur Toulon, je l'ai vécu. Il était entre 12h30 et 1h de l'après-midi. On a entendu des sirènes, mais on avait l'habitude de les entendre et de ne pas bouger. Et ce jour-là, ma mère et moi, on a continué à manger. On mangeait. Le premier bombardement a été sanglant parce que les gens avaient l'habitude des bombardements italiens, où il y avait quelques bombes qui tombaient par-ci par-là. Alors quand les Américains sont arrivés, ça a été une catastrophe. Bon, pour moi, ce sont des souvenirs un peu douloureux, parce que j'ai perdu la moitié de ma famille au bombardement de 1943. Nous partions promener, et ma tante, qui était femme d'officier aussi, a cru que c'était des oiseaux qui arrivaient. En fait, c'était une armada américaine d'avions, et ils ont tout bombardé voilà. Le 24 novembre 1943, là, il y a eu presque 700 morts, 500 blessés, sans compter ceux qui ont disparu. Ce qui était recherché par ceux qui bombardaient, c'était l'arsenal, bien sûr. C'était stratégique, hein, parce que bon, il y avait énormément de possibilités pour les Allemands, à partir de là, de défendre la place. Hein. Et l'hôpital Sainte-Anne, et en face, il y avait des pins. Voilà, c'était une forêt de pins. Et les Allemands, ils avaient mis leur camp là. C'était une ville où il y avait pratiquement 25 000 Allemands, vous voyez, y compris ce qu'ils appelaient leurs fameuses DCA, les grandes batteries de canons à Saint-Mandrier, pour empêcher justement un éventuel débarquement. Quoi, hein. Ça a frappé énormément la population civile parce que les Américains bombardaient de très haut et loupaient un peu leur cible, malheureusement. C'était pas toujours précis. Et les bombes, elles tombaient des fois au bon endroit, des fois à un autre endroit. Ça n'a pas détruit que le port, ça a détruit toute la ville. Ça, ma grand-mère m'en a parlé parce que ça lui a détruit son bar. Les quartiers du Pont du Las et de la Basse-Ville ont été vraiment sinistrés. Les Américains appellent ça carpet bombing. Ça veut tout dire, hein. Vous venez parler américain pour savoir ce que ça veut dire, hein. Quand on nous a dit les Américains débarquent à Toulon, on nous a dit nous mettre
de réfugiés dans les caves parce que les forteresses volantes allaient nous bombarder. Et en effet, les forteresses volantes nous ont bombardés pendant des heures et des heures. Nous étions en alerte sans arrêt, nuit et jour. Sirène sonnait et on partait, on revenait, on remontait, on revenait. On est resté marqué parce que quand on dit après, même bien après la guerre, quand on entendait la sirène, c'était commotionnel. On quittait chez nous à toute vitesse et les gens allaient se mettre à l'abri. Et je me souviens très bien qu'on descendait à la cave, qu'il y avait tout qui oscillait dans la salle de séjour. Ce qui m'a frappé le plus, c'est bon, la bombe qui est tombée, par oui dire, mes parents, ça nous est tombé dessus à une vingtaine de mètres. On a entendu le bruit et le souffle, le reste, on n'a pas réalisé, ça va trop vite. Je me vois dans le couloir avec ma mère par-dessus nous. Et puis toute la terrasse, les débris de bombe a fait sauter tous les carrelages de la terrasse. Mais on avait eu peur, hein. Et quand ça a été fini, on est sortis, les bombes tombaient encore. Il y avait des cadavres partout, les gens. Ils ont se sont sortis dehors sur les bombes, puis ils ont été vus. J'étais chez mon grand-père, je revois la maison où il habitait qui était écroulée, qui avait été bombardée. Et vous savez, vu par un enfant, ça porte une autre dimension. Pour moi, c'était catastrophique. Il n'y avait plus rien. Nous sommes restés, ma mère et moi, avec une valise, 1 kilo de sucre, les papiers, bien sûr, et une bouteille d'eau des Carmes. Toulon était tout ça dessous, quoi. C'est une ville qui a été extrêmement touchée, Toulon. Hein. Le port de Toulon, on ne voyait plus. Il y avait une montagne de décombres. Le bas du cours Lafayette, le bas de la rue d'Alger, c'était des décombres. Voilà le port d'Alan, en bas. Ouais. Et voilà le port de Toulon, après le bombardement. C'était comme ça. Donc il ne restait plus rien. Là où ça va être un peu la surprise pour les Allemands, c'est que quand les Français débarquent, les Français débarquent le 16 août. Et on démarque vers par ici. Et en fait, on ne va pas attendre que tout notre matériel et d'équipement de véhicules débarque complètement, puisqu'il aurait fallu une quinzaine de jours. Et en fait, les résistants du sud de la France vont les aider à traverser justement la Cité-Bord, aller sur Toulon, Aubagne, certains remonter le Rhône directement jusqu'à Marseille pour les Américains. Il y avait eu le débarquement donc, de Normandie, et puis le débarquement donc, de Provence le 15 août 1944. Il était à l'initial prévu que le débarquement se fasse directement à Toulon, parce que c'était tout, il y avait tout pour pouvoir débarquer, mais ça ne s'est pas fait à Toulon, parce que les canons allemands qui étaient installés ici pouvaient envoyer des obus à 40 km de distance, donc il a fallu faire le débarquement du côté de Saint-Raphaël, où il a eu lieu, etc. Les forts entouraient Toulon, et il a été libéré par la hauteur. Et après, comme les troupes allemandes ne pouvaient plus résister à la pression, elles se sont remues. Mais il y a eu des combats très très durs pour la prise de Toulon, très très durs, avec beaucoup de morts. Les Sénégalais, quand ils ont monté sur le pharaon, à l'attaque du pharaon, il y en a eu des morts. C'était un Sénégalais qui s'appelait Kouma Samba. Nous avons combattu de cavalaire à Toulon. J'ai donc participé à la libération de Toulon le 24 août 1944. Les Américains bombardaient, mais c'est nous qui avons débarqué les premiers. Il y avait 50 divisions. Les officiers et sous-officiers étaient français, mais toute la troupe était composée en majorité de Sénégalais. Il y avait aussi des Maliens et des Maghrébins. La libération de Toulon a été très dure. Elle a duré 8 jours, jusqu'à ce que les Allemands n'aient plus de force.
Les Américains avaient bombardé Toulon, mais ça n'avait pas fait partir les Allemands. Il a fallu que nous montions à l'assaut, notamment au Faron, pour les vaincre. Il y a eu beaucoup de morts. Mon père, il il était tirailleur marocain. Le plus qu'il a marqué papa, hein, c'est qu'il y avait le bombardement, et il était dans une tranchée, et il y avait un copain à côté. Hein, vu l'âge qu'il avait, il a appelé sa mère parce qu'il allait mourir. Ça, papa, ça lui a resté. J'habitais un quartier de Toulon, moi, quartier Barbès, et on voyait des Sénégalais qui descendaient et qui allaient où? Ma foi, des seuls, c'est. Le premier char que j'ai vu, c'était un Sherman avec l'étoile américaine. Je croyais que c'était les Américains. Arrivé, les Américains, ils sont là. Et il est sorti un fusil marin avec le pompon rouge. Et j'ai compris il m'a dit non, nous sommes les Français. Les Américains, ils seront derrière. Et je voyais tout ce matériel, hein, c'était incroyable, quoi. Je n'avais jamais vu ça, des camions amphibies, des chars. C'était tout le long de la route, des troupes qui montaient vers la vallée du Rhône. J'ai vu quand les Américains, ils avaient fait prisonnier les Allemands. Ils s'étaient rendus, hein, ils étaient désarmés et tout. Ils descendaient dans les grosses roches. On voyait les chars passer, on voyait les jeeps, les command cars, etc., etc. On entendait les Espagnols, les mitrailleuses, tout ça. Et ils nous envoyaient des bonbons, des chocolats. Ah oui, je me souviens de la Libération. Tout le monde criait, tout le monde chantait. Ils nous donnaient des chewing-gums. Ça, je me rappelle. C'était un peu comme un bonbon, mais avec des fils. Tout le monde dansait, tout le monde, évidemment, c'était la folie. On avait des balles de quartier, dans tous les quartiers. Et là, c'était tous les jeunes qui se retrouvaient pour danser jusqu'à n'importe quelle heure. Le port était un tas de ruines, hein, un véritable tas de ruines. Et donc, et c'est resté comme ça pendant un bon bout de temps, parce que la reconstruction n'a pas pu se faire du jour au lendemain. Ah, ça a duré longtemps, la reconstruction, quand même. Il y a eu... parce que le port, il avait drôlement été endommagé. Hein. Dans la Basse-Ville aussi, il avait dérouillé. Il y avait beaucoup de maisons de la Basse-Ville écroulées, quoi. La ville d'avant et la ville d'après, c'était plus la même, quoi, après la guerre. Beaucoup de beaux monuments ont été rasés. On était logés dans les baraquements. On n'avait plus de maison. Les Américains avaient tout rasé. Mon papa était même chauffeur poids lourd dans une entreprise. Et il avait été réquisitionné pour déblayer. Toute la partie qui est sur le port, après le port, là où il y a les bateaux qui vont en Corse, toute cette partie-là était marécage avant la guerre. Ils ont pris les cailloux, les gravats de la démolition du port pour faire une espèce de truc sur pilotis. C'est les démolitions de toute la ville qui ont servi à construire un nouveau quartier de Toulon qui s'est situé au bout du port, entre le port et le Mourillon, et qui a servi de base à tout ce nouveau quartier qui est devenu le port marchand. Ça faisait un tel bruit que je peux vous dire qu'on en a construit pendant longtemps et de nombreux pilotis pour assurer la solidité de tout ce quartier. Toulon a dû se reconstruire, se repenser, et donc, justement, Toulon en tant que ville portuaire, beaucoup d'immigrés facilitaient de venir s'installer ici, et il y avait du travail. C'était très facile de venir, de s'intégrer, de travailler, et d'avoir sa famille, se développer. Il y a eu cette construction des grands bâtiments
qui ont été faites pour les pieds noirs. Mais ça a été le pont marchand à Toulon, ça a été à la Garde, un peu de partout. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à ce moment-là. En 1956, il n'y avait que les gens de Tunisie qui rentraient en France, alors, surtout les jeunes. Hein. Et en 63, 62, 63, le général de Gaulle a donné l'indépendance à 28 colonies, 27, 28 colonies. Ouais. J'étais à la Croix-Rouge, j'étais formateur à la Croix-Rouge. Et on a reçu tous les rapportés de Bizerte, les premiers, et d'Algérie après. Ça a été une des villes qui a accueilli le plus de France de rapatriés. Tous les gens qui habitaient en Algérie sont rentrés en métropole, donc il a fallu les loger, donc les cités ont été construites à ce moment-là. Ils étaient d'abord logés autour de Cour-Lafayette, dans la basse ville, hein, tout ça. Après, on leur a monté des HLM, hein, en ville un peu, et aussi surtout dans la périphérie. J'habite au Mayol, et derrière, vous avez multitude d'immeubles immenses qui font peut-être une vingtaine d'étages. Et c'est vrai que ça a été construit dans les années 60 pour loger les gens qui rentraient d'Algérie. Il y a eu un HLM célèbre qui s'appelait la carte postale, du nom parce qu'il avait la forme d'une carte postale. Hein. Le maire, en 62, il a construit deux cités, que je ne dis pas de bêtises, 2 cités, La Beaucaire et Sainte-Musse. Ils ont sorti ça de terre en moins de temps ce qu'il faut pour le dire. Hein. Ça, ils ont mis les crocs. J'allais au collège et j'ai vu donc des tas de copains qui arrivaient d'Algérie, et puis ils nous parlaient de ce qu'ils avaient vécu, tout ça. Je me souviens surtout qu'il y avait, et ça c'est un petit peu malheureux, ça me faisait un petit peu mal au cœur, une espèce de rejet de la part de la population par rapport à ces gens-là. J'ignorais pourquoi, parce qu'évidemment dans notre esprit de gamin, on ne comprenait pas ça. Les réfugiés, disons, italiens ont été très bien admis. Les réfugiés espagnols ont été très bien admis. Par contre, les pieds noirs ont été très mal admis. Il n'y a pas eu l'accord, l'acceptation de la population quand même. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de carrières qui ont été stoppées. Les gens qui attendaient une promotion, s'il y a un pied noir qui rentrait à un grade supérieur, ben, il lui prenait la place et l'autre, la promotion, lui passait sous le nez. Il y a des gens d'ici, ou de Nice, ou de Marseille, qui n'en voulaient pas. Certains ont dit, vous avez qu'à rester chez vous. On avait une vision des gens qui vivaient en Algérie comme des colons, en fait. Et quand ils sont arrivés, on disait aussi, ils vont réquisitionner, les hommes politiques vont réquisitionner les appartements et vous allez devoir partir. Vous aviez des Toulonnais qui n'avaient pas de logement et eux, on les logeait dans des bâtiments neufs et tout. Et ça faisait mal à la gorge des Toulonnais. Hein. Alors on les a pris en grippe, alors qu'il y avait de très braves gens. On était un peu triste de cette situation. Parce que c'était des gens qui cherchaient un logement, des rapatriés, avec tout ce que ça comporte comme problème de rapatriés, bien sûr. On est parti avec un matelas et 2 valises. Mais l'enfant avait 2 ans et 3 ans. Le matin, quand de pied mutin, avec votre bagage, vous courez à l'ouvrage. Des flatteurs amateurs de votre candeur vous font du badinage d'un petit air séducteur. Vous connaissez celui-là qui a donné le Stade de Bagnols, le nom du Stade de Bagnols d'où il vient? C'était un chanteur, un Toulonnais, qui s'appelait Mayol. Et dans la pochette, il avait le muguet avec 13 clochettes. C'était le Johnny Hallyday de l'époque. Félix Mayol, c'était quelqu'un qui est une star absolument de l'époque, un chanteur ultra connu avec sa houppette là, comme ça, qui était dans les années 20, qui était extrêmement célèbre. Le RCT commençait à apparaître. Et ils vont jouer à Paris contre le Stade français et ils gagnent.
Donc, automatiquement, ils vont fêter leur victoire au concert Mayol, qui était tenu par Mayol, qui est un Toulonnais. Ils s'approchent un peu, ils discutent, et puis il y en a un qui dit, voilà, il se passe qu'à Toulon, on n'a pas de stade à nous. Et il avait une chanson qui marche bien. Hein. Donc, avec ses royalties, il a dit, je vous achète le terrain. Donc, Mayol avait acheté ce terrain pour la ville, pour en faire un stade. Qui, alors, après, bien sûr, il a été amélioré. D'abord, il n'y avait que deux tribunes en bois, je crois. J'ai connu les tribunes en bois de Mayol. Et dessous les tribunes en bois de Mayol, il y avait un lavoir. Avant, le stade de Mayol, il était petit. Hein. C'est devenu autre chose maintenant. On est une des seules villes où on a le stade en ville. Et ça, c'est formidable. C'est ça qui fait vibrer la ville. Le Salamana, je l'ai connu en 47. Depuis 47, j'ai été abonné 40 ans. J'ai presque été élevée sur les gradins du stade. Hein. Tous les dimanches, hop, on partait au rugby. Le stade Mayol, c'est iconique au cœur des Toulonnais. Il n'y avait pas de plage à Toulon. En fait, les plages du Mourillon n'existaient pas. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les digues qui ont été faites avec les grosses pierres. Là. Il y avait la route, et puis trois cailloux le long de la route, puis des petites criques où on se baignait comme on pouvait. On habitait juste une villa sur le littoral, donc on allait se baigner ici. Quand j'ai connu Toulon, il n'y avait que la plage du Lido. Il n'y avait pas Mayol. C'était la mer au bord de la route, comme ça. Tous les égouts de Toulon se déversaient là. Il y avait des petits plongeoires, on plongeait là. J'allais avec mon père à la plage du Mourillon, quand même, au terminus. Il y avait une sorte de plage, mais avec des gros galets, tout ça. C'était le terminus du Mourillon. Le bus, il s'arrêtait là-bas. Et tout le bord de l'eau, il y avait juste les rails pour le tram, puis après, il y avait la terre autour. Et le Fort Saint-Louis. Donc, on y faisait des fêtes, là aussi, sur le parking. Il y a eu des concerts. Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, des concerts. Et des cirques. Avant, il y avait que le Lido, la petite plage du Lido, qui était une plage pour les gens du Mourillon. Et c'est devenu, là maintenant, c'est devenu une plage pour Toulon. Même Toulon, je dirais même les environs. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens des villages environnants, des villes environnantes qui viennent se baigner là, quoi. La municipalité dans les années 60 décide d'investir le Mourillon, de créer des plages artificielles. Alors, au début, c'était décrié et tout. Finalement, c'est une bonne chose. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se targuer d'avoir des plages, même si elles sont artificielles, en plein centre-ville. Au départ, les gens n'en voulaient pas de ces plages artificielles, parce que déjà, c'était du sable de carrière, c'était pas très agréable. Il y a eu beaucoup d'enrochements prévus, puis surtout le projet de départ, c'était une horreur. Il voulait nous faire presque Marina Baie des Anges, quoi, hein, construire des hôtels de 15 étages sur la plage, enlever toute la vue à tout ce qui était le littoral. Et donc les associations de quartier et les riverains se sont battus pendant longtemps pour que ça se fasse, mais ça se fasse comme c'est maintenant. Le Mourillon, c'est un quartier qui était
un peu de haut de gamme où habitaient tous les officiers de marine, les gens un peu fortunés, disons. Si on veut comprendre le Mourillon, il ne faut pas comprendre à travers les bâtiments, il faut le comprendre à travers l'ambiance, le mode de vie. C'est ça qui est important. Cette cohabitation qu'il y avait avec beaucoup de la marine, des hauts gradés, des ouvriers de l'arsenal, des pêcheurs, et cet amalgame qui se faisait merveilleusement bien, quoi. Voilà. C'est ça le Mourillon. C'est une ville cosmopolite, on peut dire ça, de plus en plus. Il y a ce côté populaire qu'il faudrait qu'il se maintienne, qu'il reste. Parce que c'est ce qui reflète un peu aussi l'image de Toulon, cette popularité. C'est pas une ville riche, hein, Toulon. C'était une ville, il devait y avoir certainement une catégorie assez privilégiée, j'imagine, pour les gros artisans. Il y avait une catégorie de gens qui vivaient au Mourillon, mais qui n'étaient pas des gens qui achetaient du surplus, si je puis dire, parce que c'était des militaires et donc ils savaient qu'ils partiraient. C'est une ville de couche moyenne, prolétarienne, et à un niveau de revenus relativement bas. Mais ça a toujours été le cas. Moi, j'aime Toulon parce que c'est une vraie ville, avec des vrais gens, modestes aussi. C'est pas forcément, bon, voilà. Toulon, c'est pas snob, hein, franchement. Je pense pas qu'on puisse dire ça. Toulon, du jour du chantier, Toulon. Monsieur Alfonsi, 10, 2. Témoignage de Georges, première. Dame Pierre, Toulon d'hier et aujourd'hui, Monsieur Madi, premier. Monsieur Alfonsi, premier. Richard, Monsieur Azéné. Ça a tout changé à Toulon. Ça a tout changé à Toulon. Maintenant, c'est une ville, c'est une belle ville. J'ai connu Toulon avec des façades complètement délabrées. Et maintenant, je vois un Toulon magnifique qui ressemble un peu à l'Italie, avec des façades de toutes les couleurs. Il y a beaucoup d'animations, des concerts, des choses comme ça. Ils ont fait beaucoup pour la culture, puisqu'on a des musées, on a des lieux d'accueil pour les expositions. Franchement, c'est riche. Je ne m'ennuie pas, hein, ici. On a le Théâtre Liberté, on a Château-Vallon. Et grâce à ça, et tout le reste, Chalucé, tout ça, des bibliothèques, des centres sociaux. Maintenant, Toulon, c'est une ville culturelle. C'est une ville en pleine effervescence, cette ville. Maintenant, il y a ce fameux quartier où il y a des artistes, où il y a des musées de photographie, où il y a des trucs comme ça, et avec des jolies fontaines, avec des rues pavées, et voilà, qui va attirer une autre population. Il y a énormément de jeunes à Toulon, beaucoup plus que lorsque je suis arrivé, parce qu'il n'y avait pas toutes ces grandes écoles, elles n'existaient pas. Les villes portuaires changent tout le temps. Avec l'histoire, avec le temps, elles changent. Au gré de la migration. Toulon est la seule ville en France qui présente un triptyque, qui présente 3 caractéristiques, qui sont à la fois, c'est un port militaire, c'est une ville provençale et c'est une ville méditerranéenne. Vous ne trouvez aucune ville en France qui rassemble ces 3 critères. Les Toulonnais et Toulonnaises, je pense qu'ils sont assez amoureux de leur ville. Hein. Voilà, moi personnellement aussi, je suis beau premier à me dire, ok, mais c'est bon de vivre à Toulon, quoi. Hein. On m'a parlé de Toulon en me disant, ça te plaira, Toulon vient. Et effectivement, descendant de la gare, j'ai vu cette grande avenue avec les palmiers, ça, et qui se dirigeait finalement vers le port. Je sais pas, ça m'a tout de suite emballée. J'ai vécu à Paris, mais je revenais toujours à Toulon. J'ai mes racines, hein. J'ai ma famille, j'ai les amis. Je me dis, mais pourquoi partir ailleurs? Parce que vraiment, Toulon, c'est une ville où il fait bon vivre. Le Var, c'est magnifique. Je trouve que les gens sont très accueillants.
Les gens sont abordables et les gens vous abordent. C'est ça de Toulon. J'ai vécu dans différentes villes et des fois on peut se sentir isolé. Eh ben non, à Toulon, non. Il y a toujours quelqu'un pour vous parler. J'adore cette ville. J'en partirai jamais. Et j'aime bien la faire découvrir aux enfants. Moi, j'adore ma ville. Hein. Alors, je suis né ici, je mourrai ici. Mes enfants sont là, ils sont restés là. Et mes petits-enfants veulent aussi venir ici. J'aime beaucoup ma ville, oui, je l'aime énormément. J'aime l'esprit toulonnais. Je n'ai pas l'accent toulonnais, mais je suis toulonnais, vraiment, et je le vis, ça. Je ne partirai pas pour tout l'or du monde de Toulon. C'est une ville j'y suis beaucoup attaché, c'est normal. Hein. J'y suis né là. D'ailleurs, on dit toujours qui part de Toulon perd la raison. On le dit.